Cet entretien a été réalisé entre février et avril 2001. Ce témoignage reflète ce que le général Polo Sarès croyait à l'époque de la guerre d'Algérie et ne correspond pas nécessairement à la vérité historique. Nous sommes conscients que les propos tenus sont provocateurs et choquants sous bien des aspects. Ils sont inacceptables pour les victimes de cette tragédie. Histoire émet toute réserve sur les déclarations du général Polo Sarès, notamment à l'endroit des personnes évoquées dans cet entretien. Ce témoignage n'en constitue pas moins un document à verser au dossier historique de la guerre d'Algérie. J'ai fait un mauvais passage dans les hôpitaux de la République, parce que j'ai été pété la colonne vertébrale à l'entraînement de Suez. Après, tout ça par la connerie d'une de mes formules habituelles, on a le temps. J'étais invité par Bijard, qui m'avait dit, vous voulez sauter avec nous? Ben, vous sauterez premier du régiment. Ah, glorieux régiment Bijard. Merci, merci, merci mon colonel. Sautant premier du régiment Bijard, je trouve un saucisson au lieu de mon parachute. Je dis, j'aurais été dans mon régiment, j'aurais fait ventral tout de suite. C'était un saut d'entraînement et on sautait par 1000, par paquet de 1000. Vous vous rendez compte? J'entends les types, les moniteurs qui faisaient le matin au sol crier ventral, ventral. Alors j'ai fait ventral et le ventral s'est mis en torche. Mais je me disais toujours, on a le temps. Et puis, ben, je me trompais, on n'avait pas le temps. Bring. Et boum. Alors j'ai eu une fracture d'une colonne vertébrale. Voilà. Monsieur revient de l'expédition de Suez et en janvier 1957, oui. Il est appelé par le général Salan qui lui dit, mon vieux, voilà, vous devenez hyper-préfet d'Alger et puis c'est comme ça. Allez voir le gouverneur. Qui c'est le gouverneur? Ben, c'est monsieur Lacoste et vous vous démerdez avec lui. Alors il voit Lacoste, sympathique, qui lui dit, ben, mon général, vous êtes un préfet ayant des pouvoirs exceptionnels. Autrement dit, vous avez tous les pouvoirs d'un préfet, mais au superlatif. Oui. Tous les pouvoirs d'un préfet, c'est-à-dire, par exemple, vous savez, circonstances actuelles, il y en a un qui est essentiel, c'est le pouvoir de police. C'est vous qui superviserez toutes les polices de l'Algérois. Voilà, à mon avis. Alors allez voir le préfet Barré, c'est un homme très sympathique, et vous dira ce que c'est. Alors Bassu, il dit, les pouvoirs de police, bon Dieu, mais j'y connais rien. Et à la division, mais il n'y a personne qui connaisse quoi que ce soit. Ah, ma connaissance, il y a ce capitaine, comment il s'appelle, que j'ai vu à Philippeville, qui m'a dit qu'il était en bon terme avec les policiers de Philippeville, que ça lui avait servi à avoir les renseignements. Eh bien, allez me le chercher. J'ai été à la tête, mais à la tête, ce qui s'appelle à la tête de la 10e division. À la tête de la 10e division, il y avait Bassu, et il n'y avait pas de second. Parce que Godard, qui était le second de la division, avait dit, moi je ne veux pas y aller dans cette histoire. Même en général, c'est idiot. La division utilisée pour des opérations de maintien de l'ordre, des opérations policières, mais ça ne tient pas debout. Ce n'est pas le boulot de la division. La division est une division d'intervention, et intervention comme on a fait à Suez, Et s'il y a une nouvelle opération de Suez qui se dessine, la division est en train de s'emmerder à faire des conneries. Maintenant, non, en tout cas, moi je ne marche pas. Faites ce que vous voulez, je ne marche pas. Il y avait à côté de Massu, ben, on était ses mains gauches, il y avait Trinquier et moi. C'est quoi la main gauche par rapport à la main droite pour vous? Dans ses services, c'est la main gauche. C'est la violence ou c'est ce qui est caché? La main droite a le pouce à gauche. Et la main droite, c'est ce que fait la main gauche ou pas? Pas toujours. Elle ne veut pas le savoir. Trinquier avait une mission précise qui était le recensement de la population, inspirée de ce qu'avait fait Bonaparte en Allemagne au moment de la Révolution française. En Allemagne, les rues n'étaient pas numérotées. Eh bien, les rues, Bonaparte avait donné l'ordre de numéroter les rues des villes allemandes et dans chaque maison de faire une liste des habitants. Eh bien, c'est ce que Trinquier
a voulu faire pour Alger. Trinquier, un jour, 23 janvier, recense fait recenser tel quartier d'Alger. Et c'est la Xème compagnie de l'intendance, c'était pas des combattants farouches, qui va recenser les gens des 4 rues localisées dans ce coin-là. Et ils recensent, ils mettent un numéro à cette maison, et puis ils font une liste, ils demandent quel est le plus ancien de la maison. C'est le vieux Mohamed. Combien y a-t-il d'habitants? Eh bien, il y en a 18. Ils sont là aujourd'hui, à Nord, il n'y en a que 15. Et le scribe fait une liste des 18 habitants et il marque qu'ils sont 18 dans cette baraque, mais présent, il n'y en a que 15 et il y en a 3 qui sont en vadrouille. Bon. Classés à la préfecture. 23 février, un mois plus tard, c'est plus la compagnie de l'intendance qui va inspecter les maisons de ce quartier, c'est la compagnie de je ne sais pas quoi. À cette maison, combien avez-vous d'habitants? Eh bien, nous en avons 18. Ah oui, combien y en a-t-il de présents? Ah ben, ils sont tous les 18. Tiens, et les 3 qui n'étaient pas là il y a un mois, où étaient-ils? Voilà, 3 suspects. Et on boucle les 3 suspects. Et ils vont au camp de Beni-Messous, qui dépend de moi. Et puis on fait une liste des types, et on fait signer ça par Paul Tedjen. Paul Tedjen est le secrétaire général de la préfecture d'Alger, la préfecture ancien modèle, dirigée par le préfet Barré. Et Paul Tedjen fait une assignation à résidence pour ces types, qui sont envoyés dans des camps dits de concentration. Et ça, c'était toutes les nuits, et ça faisait beaucoup. Total de ces travaux, 24 000 assignations à résidence, signées par Paul Tedjen. Après la fin de la bataille d'Alger, on s'aperçoit que le calme est vraiment revenu dans Alger, oui, et qu'il y a eu 24 000 bons hommes, et puis ça s'arrange. Et puis ils reviennent des camps. Mais il en manque 3000, et où sont-ils passés? Eh bien, c'est que des 3000 qui ont disparu. Il y en a par exemple qui, lorsqu'ils sont partis d'Alger pour aller à Paul-Cazel, hop, on foutu le camp en disant ça sent le roussi. Mais il y en a aussi qui se sont dit, oh, on est un peu fortuné, on a des parents en France, et bien on va aller en France. Donc ils sont disparus en Algérie. Comment ils s'échappent si facilement dans les convois qui... Bon, vous vous rendez compte le bordel que c'était, mais qui s'échappe si facilement. Mais pour la division parachutiste, hein, ça faisait à peu près, combien ça faisait, j'en sais rien. Mettons 5000 bons hommes. Mais il y avait 600 000 habitants à Alger. Vous vous rendez compte? Alors on avait beau gratter pour tout ce qui était maintien de l'ordre, par exemple les patrouilles en ville, les barrages, les contrôles aux entrées, mais on grattait tout ce qui existait, par exemple des gendarmes blancs, pas les gendarmes mobiles. Et puis, autrement dit, les paras, proprement dit, les paras combattants de la division, mais c'était une pincée dans cette ville de 600 000 habitants. Et le camp de Beni-Messous, dirigé par le commissaire Secaldi Reynaud, qui est maintenant maire de Puteaux, avec qui je suis très copain, était gardé par des soldats qui étaient des appelés du contingent, de très jeunes soldats. Ce n'étaient pas des chevronnés comme les gens de mon escadron de la mort, voyez-vous. Donc il y manquait, finalement, je dirais un truc qui va vous paraître monstrueux, eh bien, qu'il manque 3000 types ou 4000 sur 24 000, ça n'empêchera pas de dormir. Alors, quand je me suis trouvé investi de cette emmerde de travail, me rappelant celui de Philippeville, et dont je me serais passé, j'ai dit, mais qu'il me faut des types. Et j'ai demandé à Massu, j'ai dit, vous avez des types qui ne branlent rien, hein? Je vous demande de me les prêter.
Et Massu avait répondu par un grognement approbateur. Alors, j'ai rassemblé ces types à la QG de la division, et je leur ai dit, ben voilà, c'est moi, je suis le commandant Sarès, j'appartiens maintenant, je suis maintenant avec le général Massu, et je vais m'occuper de coordonner le renseignement dans cette bataille, et puis éventuellement eh ben, de faire des coups plus durs. Comme j'ai fait à Philippeville, ils savaient bien ce que j'avais fait à Philippeville, j'avais cette réputation qui me précédait. Alors voilà, je vous demande quels sont ceux qui veulent travailler avec moi. Eh bien ceux qui ne veulent pas, qui sortent des rangs. Les types étaient au garde à vous, pour m'écouter, et ils ont raidi leur garde à vous. Et il n'y en a pas un qui bougeait. En sachant que ça allait être quand même se salir les mains un peu. Supposant que ça pouvait arriver. Qu'est-ce qui se passait avec vos 23 hommes dans la villa des Tourelles? D'abord, il n'y avait pas 23 hommes. Ça, c'est la faute à Courrières. Avec mes hommes à la villa des Tourelles, eh bien, nous participions à des opérations de recherche de renseignements ou d'exploitation de renseignements faits par les régiments de la division. Parce que c'était vraiment un escadron de la mort? Oui. Oui. C'est-à-dire qu'il y a eu des exécutions Villa des Tourelles? Oui. Beaucoup? Non. Mais vous aviez conscience au moment de la bataille d'Alger qu'on donnait que des militaires se trouvaient en train de remplacer le préfet, le chef de la... Mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Mais en Algérie, vous avez toujours eu cette sensation que vous remplaciez un pouvoir civil qui ne pouvait rien faire? Oui. Et il vous déléguait en toute conscience tout le sale boulot? Voilà, c'est ça. Godard, le second de la division, avait dit à Massu, ce travail, c'est pas un travail pour des parachutistes, ça, la police. Non, non, c'est la police, c'est la police. C'est la police, c'est pas un travail pour nous. C'était vrai. Mais il n'y avait personne d'autre pour le faire, puisqu'on lui avait donné à Massu. Saoulé. Et si vous ne l'aviez pas fait, qu'est-ce qui serait passé? Est-ce que les Pieds Noirs auraient réagi? Les Pieds Noirs auraient foutu le feu à la Casbah. Ça m'a été dit par Massu dans les tout premiers jours de son proconsulat en Alger. Les tout premiers jours de son proconsulat, où il avait des fonctions préfectorales qui le plaçaient au-dessus de la préfecture d'Alger et au-dessus de toutes les autres autorités existantes en Algérie. Toutes les autres autorités. Ne lui donnant de compte à rendre qu'au gouvernement français par l'intermédiaire du haut-commissaire qui était M. Robert Lacoste. Voilà. Tous les autres étaient au-dessous de Massu. En tête-à-tête, hein, tranquille, il n'était pas en tête-à-tête. Et puis c'est là, dans cette brève conversation, qu'il me dit, les Pieds Noirs ont prévu de rassembler en haut de la Casbah plusieurs camions-citernes contenant du combustible. Le premier s'arrêtera, les autres viendront se planter dans le premier et ils déverseront leur combustible sur le Casbah. Et quand ce carburant se sera répandu dans la Casbah, ils y mettront le feu et ils foutront le camp. En conséquence, ils m'ordonnaient de faire dans Alger ce que j'avais fait dans Philippeville. Et ce que j'avais fait dans Philippeville, ben, c'était pas de faire une répétition de travail d'enfant de cœur et de lever des cierges. Voilà pourquoi le général Massu me confiait cette mission et j'ai exécuté sans discuter. L'objectif numéro 1 du général Massu est de s'opposer à ce que la Casbah puisse être le quartier général du terrorisme algérien.
Et alors, monsieur m'a merdé à cause de l'attentat du 17 janvier contre le général Salan, où avait été flingué le pauvre couillon d'aide de camp, le commandant Rodier, qui, pour faire le mariole, Salan avait dit « Ah, il faut que j'aille voir le gouverneur ». Il était passé par le souterrain, qui était entre l'état-major et le GG, le gouvernement général. Et Rodier s'était assis dans le fauteuil du général. Il dit « Ah ah, c'est moi le général, ah ah ». Pendant ce temps, Castigue, qui était mon élève, Castigue était sous-officier au 11e choc, à Mont-Louis, c'est moi qui lui ai enseigné ces bidules, sans savoir l'usage qu'il ferait de mon enseignement. Quand j'ai su après, je dis « Oh merde, qu'est-ce que j'ai fait ?» Enfin bref, je l'avais fait. Et alors, Castigue, ayant loué une piole dans la baraque qui était en face de l'état-major, observait, savait que le général Salan s'asseyait dans un fauteuil qui faisait face à la fenêtre tous les jours. Bon, c'est l'heure, oui. Ah ben ça y est, voilà. Alors voilà, il est là, hop, allez, papa, dérouler le fil, oui. Bon, ça y est, c'est prêt. Allumé, boum, alors encore un coup, boum, et il fout le camp. Ayant tué le commandant Rodier. Monsieur me passe une engueulade épouvantable. Ah ben c'est comme ça que vous dressez le FLN. Il croyait que chaque fois que le FLN faisait un coup qui n'était pas détecté, c'était de ma faute. Je dis, mon général, c'est pas possible. Et pourquoi c'est pas possible? Parce que j'avais vu, j'étais allé voir la pétoire en question. Et pourquoi c'est pas possible? Parce que le FLN, il ne sait pas faire un truc comme ça. Techniquement, il ne peut pas le faire. Et pourquoi? Parce qu'il ne sait pas. Et si ce n'est pas le FLN, qui ça peut être? Mais j'en sais rien, mon général. Je ne sais pas qui c'est qui a pu faire un coup pareil. Mais je vous dis, c'est pas le FLN, j'en suis sûr. Et si c'est pas le FLN, peut-être les cocos. Et qui chez les cocos? Ben, leur service action. Et alors, comment ça s'est passé? Eh bien voilà, le travail de Trinquier, le recensement, aboutissait à des listes de suspects. Bon, et les listes de suspects étaient remises aux forces non combattantes qui participaient au maintien de l'ordre. Et un jour, d'après les attentats du début de juin 1957, un adjudant des CRS avait une liste de types considérés comme suspects. Et dans cette liste de suspects, il y avait les cadres supérieurs du Parti communiste algérien, dont le docteur Al-Jadj. Bon. Et alors cet adjudant des CRS a copié ça au PC de la préfecture, et il observait ce qui se passait à une entrée d'Alger. Il voit arriver une auto opulente, s'il vous plaît. C'était le docteur Al-Jadj. Et alors, le général des CRS lui dit « Mais vous êtes le docteur Al-Jadj ?»« Mais oui. »« Eh bien, vous êtes sur ma liste. » Et il le boucle. Oui. Et puis, on le faut à la préfecture. Et qu'est-ce que vous fabriquez, docteur? Et pourquoi vous êtes sur la liste de trucs? Vous êtes membre d'un parti algérien, oui. Mais qu'est-ce que vous faites dans ce parti? Ah, ben moi, je fais un travail d'information. Il n'a même pas reçu une paire de tartes, le docteur Al-Jadj. Ben voilà, je dirige un journal qui s'appelle La Voix du Soldat, et qui dit aux soldats, il ne faut pas faire la guerre d'Algérie. Fermons une parenthèse sur La Voix du Soldat. Au début de mes activités avec Massu, en janvier, mes activités ont commencé le 7 janvier, ou le 8, enfin, ben, ça fait au début. Massu me dit, un truc qui emmerde le commandement, et plus haut, et bien, il y a un journal subversif qui s'appelle La Voix du Soldat. Voilà. Il faudrait qu'on me trouve d'où part cette Voix du Soldat. Eh bien, trouvez-moi d'où part. Oui, en général, je vous trouverai ça, s'il plaît à Dieu. Et alors, c'est comme ça qu'une fois qu'on a vu cravater ce brave docteur Al-Jadj, on me dit, monsieur, qu'est-ce que vous attendez pour arrêter moi et le service action? J'ai dit, monsieur, mon général, c'est pas évident.
Pourquoi ces pays-là? À cause du cloisonnement des partis communistes. Mais le docteur Aljaz, il est dans les sommets. Oui, il est dans les sommets, mais il connaît très bien, forcément, parce qu'il est dans les sommets, ses voisins des sommets, mais il ne sait pas ce qu'il y a dans la suite. Parce que pour moi, en général, le communisme, c'est pas une idéologie, c'est une organisation. Il ne croyait pas ça, merci. Bon, merde, c'est mon opinion. Alors, arrêter André Moine, eh ben, c'est pas si facile. Et alors, donc, le docteur Aljaz, qui n'avait même pas reçu une paire de tartes, et à qui, je ne sais plus lequel d'entre nous, mais pas moi, a dit, mais André Moine, je ne sais pas, c'est pas mes oignons, moi je m'occupe d'imprimer la voix du soldat, vous voyez. Vous ne faites qu'imprimer la voix du soldat? Eh oui, à part ça, je m'occupe aussi d'hébergement. Ça n'a rien à voir avec l'action, ça n'a rien à voir avec l'action, ça n'a rien à voir avec une action terroriste. Non, l'hébergement. Oui, je m'occupe de l'hébergement en liaison avec le professeur Rodin. Telle adresse. Autrement dit, c'est Aljaz qui a balancé le professeur Rodin comme un con, mais sans recevoir une paire de tartes et sans vouloir lui causer des emmerdes. Il a donné son adresse. Et il a donné son adresse. Mais ça, vous l'auriez trouvé, oui. Vous le saviez qu'Audin était communiste? Oui, bien sûr qu'on le savait, bien sûr qu'on le savait. Mais il était clandestin, Audin, à ce moment-là? Et à ce moment-là, il n'était pas clandestin, mais il était discret. Moi, je m'étais jamais occupé d'Audin, jamais au grand jamais, je m'en foutais. C'était un prof sympathisant communiste, mais je ne m'étais jamais occupé. Jamais. Je ne m'en serais jamais occupé. Parce que je ne pouvais pas m'occuper de tous les types qui étaient considérés comme suspects dans une ville de 600 000 habitants. Comment il a été liquidé? Je ne sais pas. C'est pas de votre... C'est pas mes oignons. Alors, donc, voilà une cavalcade de gens qui foncent chez Audin, dans le caporal-chef Lorca, subalterne, hein, et puis un autre caporal-chef. Voilà. Et ils y trouvent Audin et Madame Audin, qui disent « Qu'est-ce que vous nous voulez ?» Mais Madame, nous cherchons Monsieur Moine, tout le monde cherchait Moine. Et Madame Audin dit « Mais je ne sais pas, je ne le connais pas, je ne sais pas où il est, tout ça. » À ce moment-là, on sonne à la porte, et arrive Alleg. Vous voilà, clac, et il le boucle. Oui, jusque-là, d'accord. Il le boucle. Le caporal-chef Lorca appelle la préfecture. Passez-moi le lieutenant Charbonnier. Donc, imaginez dans l'appartement, Lorca au téléphone, l'autre caporal-chef qui surveille, Madame Audin et Alleg arrêté. À la préfecture, on lui dit « Mais le lieutenant Charbonnier n'est pas là. » Et où est-il allé? Eh bien, il est allé au régiment, au 1er CP. Mon régiment et le sien. Ah, alors, ce caporal-chef appelle le 1er CP. Et au bout du fil, il trouve l'officier de service ce jour-là, au 1er CP, et qui était le lieutenant Hérulin, qui n'avait rien à branler avec la recherche du renseignement. Il était chef de section d'une compagnie de combat, il n'avait rien à foutre avec le renseignement. Et alors, Lorca dit à l'autre caporal-chef, « Eh bien, je viens de parler au lieutenant Hérulin. » Au lieutenant Hérulin. Ah, au lieutenant Hérulin, oui, au lieutenant Hérulin. À ce moment-là, rappelez que Charbonnier, ah, mon lieutenant, blablabla, mais sans prononcer de nom. Autrement dit, Alleg a cru que celui qui arrivait et qui était Charbonnier, eh ben c'était Hérulin qui venait de parler. Quand il écrit, il ne raconte pas comme ça. Non, mais la question est, est-ce qu'il a été torturé successivement par Charbonnier, Hérulin, sur ce que vous en savez? Certainement pas. Mais ça, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais vous,
Je répète la question. Vous, à un certain moment, vous êtes intervenu dans cet appartement. On vous a appelé d'une manière ou d'une autre et vous avez croisé Alleg. Il fallait bien. Voilà. Oui. Et ça, Alleg ne le dit pas. Donc, à un moment, vous êtes passé dans l'appartement. Je suis passé dans l'appartement. Qui vous a appelé? Ben, le type de permanence à la préfecture. Forcément, le type qui, à ce moment-là, était de permanence à la préfecture. Je suis allé voir. J'ai vu Alleg. Je me suis dit, ben, il faut que j'en parle à la PJ. Et que la PJ s'en démerde, moi je n'ai rien à branler. Oui. J'ai vu Alleg, je l'ai vu, bonjour monsieur. Voilà. Ça a été bref comme entretien? Oh, très bref. Ah, je suis Alleg, bonjour monsieur. Je suis journaliste, bien monsieur. Je suis journaliste à Alger républicain. Ben oui monsieur. On peut quand même pas contester qu'il ait été torturé, Alleg. Pas par moi, ni sur mes ordres. Ah non, mais on ne vous l'a jamais dit ça, nous. Je ne sais pas. C'est un rapport de force, un interrogatoire? Oui. Mais vous, par exemple, quand vous arriviez devant des gens, comment vous évaluiez la situation, le niveau du type, quels moyens il fallait employer pour qu'il parle? Comment est-ce qu'on fait tout ça? Oh, on voit. On voit quand un type a peur, mais non, ça se voit, ça se voit. Tout de suite? Oui. Et ça dirige votre conduite? Oui. Mais quand on est faux cul, on fait le gentil, on fait le méchant. Écoutez, une fois, quand j'étais à Philippeville, mes équipiers ramassent 3 types. 3 Algériens. Qui venaient d'un maquis du FLN qui était dans une région montagneuse très proche de Philippeville, mais sur un côté très, très, très accidenté. Et il y en avait un qui était visiblement, ça se voit, un chef. Et les 2 autres étaient des exécutants. Et ils les interrogent, mais ils les interrogent sans brutalité. Et celui qui avait l'air d'un chef dit, eh bien voilà, oui, nous avons un dépôt de matériel, et mes types connaissaient par cœur le terrain. Voilà, eh bien écoute, on va voir si c'est vrai. Oh, le type, moi je demande qu'à vous accompagner et vous montrer où c'est. Alors, je dis à mon sergent, Isola, il va partir avec ce type cette nuit et en commando, un des commandos. Oui, oui. Et puis voilà. Et il ne prend pas de risque et ils partent. Et puis ils arrivent à l'entrée d'un sentier, une région très montagneuse où se trouvait, très accidentée, où se trouvait les faits en question. Et le type, ils avaient laissé les 2 autres à Philippeville, les 2 connards. Et le chef dit, tenez, venez par ici. Et il leur dit, regardez là, regardez lui. Et il leur montre une petite grotte dans laquelle il y avait des vivres, des pansements et quelques papiers. Voilà, dit le type. Vous voyez, je vous ai montré ça. Mais le sergent, Isola, le détache, il dit, oh, ben, c'est bien ce que tu nous montres. Mais, dit le type, tu sais, sergent, mais nous avons le dépôt principal avec les armes, il est plus loin. Et où c'est? La nuit noire. Bon. Et c'est par là. Et ils partent. Et puis à un endroit, il y avait une pente assez rude. Boum, le type donne une secousse aux soldats qui le gardaient, et ils plongent dans le ravin. Les autres ont tiré tout ce qu'ils pouvaient, mais le type avait disparu. Alors ils reviennent penauds, et puis le lendemain matin, ils me disent, mon capitaine, Kemal n'ose pas venir vous voir. Et pourquoi? Eh bien parce que le chef, là, ben, il s'est évadé. Je leur dis, il y a ces 2 connards, les 2 Fels, qui étaient là, il y a ces 2 connards. Voilà ce qu'on va faire. On va... Lui, celui-là,
vous allez lui foutre, donnez-lui du café. Oui. Et donnez-lui des cigarettes, faites-le fumer. Et dites-lui, écoute, tu vas rejoindre ton copain, l'évadé, tu vas rejoindre ton copain, et tu vas faire comme lui, tu vas travailler pour nous. Et vous le foutez dans le Dodge, et puis vous le déposez là, hein, vous le déposerez là. Bon. Après lui avoir dit la vacherie intégrale, tu vas faire comme ton chef, tu vas travailler pour nous. Tu vas faire comme ton chef, tu vas travailler pour nous. Et donnez-lui comme le chef évadé. Ouais. Comme le chef évadé, tu vas travailler pour nous. Et puis, il restait l'autre Feld, mais qu'on avait séparé du président. Alors, lui, vous lui foutez une branlée, mais quelque chose de bien, en lui disant, il faut que tu sois con pour être aussi con et ne pas faire comme tes copains qui travaillent pour nous. Tiens, prends celle-là en plus. Et vous l'amenez à 10 kilomètres plus loin, mais d'un côté qui n'a rien à voir avec l'autre truc. Et puis vous le déversez là. Et ils s'en démerdent. Et puis on attend que ça passe. On n'a pas attendu longtemps. Le temps que les trois types se retrouvent réunis, le chef et les deux autres, celui à qui on avait foutu la branlée. Et pour les patrons FLN du coin où il était, c'était une histoire inextricable. Mais comment? Celui-là a dit qu'on lui a donné. Ah oui, ils m'ont donné le café et les cigarettes. Ah oui, mais ils m'ont foutu une branlée. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qui ment là-dedans? Eh bien, celui qui ment, c'est le premier, c'est le chef. Dans le coin où ils étaient, c'était la forêt, et il y avait des chantiers forestiers abandonnés. Dans un, eh bien, il y avait du matériel. Et dans ce matériel, il y avait une scie circulaire, une scie. Eh bien, ils ont pris le chef et ils l'ont scié. Voilà le travail. Cet entretien a été réalisé entre février et avril 2001. Ce témoignage reflète ce que le général Paulo Sarès croyait à l'époque de la guerre d'Algérie et ne correspond pas nécessairement à la vérité historique. Nous sommes conscients que les propos tenus sont provocateurs et choquants sous bien des aspects. Ils sont inacceptables pour les victimes de cette tragédie. Histoire émet toute réserve sur les déclarations du général Paulo Sarès, notamment à l'endroit des personnes évoquées dans cet entretien. Ce témoignage n'en constitue pas moins un document à verser au dossier historique de la guerre d'Algérie. Globalement et froidement vu d'aujourd'hui, Oui. Est-ce que la torture était une bonne méthode de renseignement? Statistiquement et efficacement? Oui. Tout dans tout. Tout dans tout. En faisant les comptes et... Oui. Oui. C'est-à-dire, c'est, on peut dire, si c'était horrible, mais c'était efficace. Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'autre. Et les gens parlaient. Et les gens parlaient. Et ils vous disaient des choses utiles, recoupables et qui... Oui, oui. Ça veut dire on gagnait énormément de temps grâce à la torture. Oh, oui. Un interrogatoire subtil, rusé, malin... Un interrogatoire subtil, rusé, malin aurait pu avoir le résultat, c'est certain. Moi, j'ai vu des résultats à Philippeville par des interrogatoires rusés et malins. Et vous n'aviez pas le temps à Alger? Vous vous rendez compte? Ben non, par définition, j'y étais pas. C'est la masse de gens, la masse d'arrestations. Oui. 24 000 assignations à résidence Ouais. dans une ville de 600 000 habitants par une troupe qui n'excédait pas 4 000 exécutants sur le terrain. Ça veut dire que c'était... la torture, c'était plus rapide, plus exécutif, plus... C'était rapide et exécutif, alors qu'il n'y avait pas d'autre, mais c'était pas possible. Il n'y avait pas le temps, il n'y avait pas le temps. de faire autre chose. On ne pouvait pas faire. Je crois que pour quelqu'un de normal, ça n'est pas facile de torturer un autre homme. Mais on n'appelait pas les Algériens des hommes,
on les appelait des ratons ou des bougnoules. Et alors, à ce moment-là, ça devient facile de torturer un bougnoul parce qu'on se figure que ce n'est pas un homme. La révolte de la Bollardière, la sortie et l'interdiction du livre de Henri Allègre La Question furent les éléments chocs de la protestation qui s'éleva en France contre les méthodes de l'armée en Algérie. Paulo Sarrez, bien que nommément cité par Pierre Vidal-Naquet, replongea vite dans l'ombre où agissent les agents spéciaux, les hommes des services secrets, une tradition à laquelle n'appartenait pas la Bollardière. Et parlons de quelqu'un, a priori c'est le plus contraire à vous, d'après ce que... Parlons de la Bollardière. Vous connaissiez la Bollardière? Oh, j'étais son adjoint direct, chef d'état-major de la demi-brigade de parachutistes coloniales en Indochine en 1951. Et alors, Massu a dit à Bollardière, quand Bollardière est venu l'emmerder à propos de la bataille d'Alger, mais toi, tu as été trop fort, tu vas trop fort, tu vas trop fort. Massu a dit, mais si tu étais à ma place, tu ferais comme moi. Mais quand vous êtes en Algérie, par exemple, il y a ce fameux papier, ce document. Vous faites un document quotidien. Ah oui, c'est le manifold. Et c'est quoi? Et vous mettez tout ce que vous faites? Et bien entendu, je mets tout ce que je fais. Tout. Tout. Fin février à Alger, Mohamed Larbi Ben Midi est arrêté. C'est une belle prise. Il est l'agent numéro 1 du FLN. Avec son complice Chergui, les paras ont pêché 2 gros poissons. C'est dans Massu, hein, c'est page 205, la bataille d'Alger. Ben Midi est dans 2 pièces qui lui sont réservées sous la garde de 2 gradés. Les 2 gradés ne s'aperçoivent pas que Ben Midi a trouvé derrière les bottes de paille un morceau de fil électrique avec lequel il se pend après être monté sur une chaise en s'accrochant à un tuyau de chauffage central placé à 2,50 m du sol. Oui. Les 2 gradés appellent au secours. L'officier d'enseignement, le chef de bataillon, accourt. Il est 23h15. Ben Midi, qui respire encore, est transporté à l'hôpital Maillot. Il décède en cours de route. Oui. Est-ce qu'il y a la même chose dans le manifold? Et bien sûr que c'est la même chose dans le manifold, puisque c'est moi qui ai... il s'est suicidé? C'est moi qui ai accompagné, qui ai fait accompagner Ben Midi à l'hôpital Maillot. Vous savez qui c'était dans le FLN? Bien entendu. Je l'avais vu moi-même, Ben Midi, Avant, oui. avec Bijard, en compagnie de Bijard. J'ai assisté à une rencontre pathétique de Bijard et Ben Midi. Parce que j'étais venu voir Bijard, surtout pour lui dire, écoutez, on va vous débarrasser de Ben Midi. On va vous en débarrasser. Vous n'en perdrez plus, puisqu'il avait dit, il avait dit à Massu, mais qu'est-ce que je peux en foutre? Il faut que je garde ce type, et qu'est-ce qu'on va en faire? Mais j'en sais rien, avait dit Massu. Alors moi, je lui ai dit, je m'en démerderai. Et alors, là, il y a eu une conversation que je trouve pathétique entre les deux. Et Bijard a dit à Ben Midi, tu sais pourquoi on t'a arrêté? Et Ben Midi a répondu, oui, parce que vous avez eu de la chance. Eh bien, c'est tes copains qui t'ont balancé. Non, dit Ben Midi, me dites pas ça. C'est pas mes copains qui m'ont balancé. Alors Bijard n'a pas insisté dans ce sens. Tu ne voudrais pas travailler avec nous, avec la France? Et Ben Midi a répondu non, j'ai un certain idéal, quelque chose comme ça, un truc. Et Bijard le dit, eh bien moi je crois à une plus grande France. Et alors j'ai dit, on viendra le chercher. Et j'ai dit, j'y serai moi-même. Et moi j'avais décidé de l'amener dans une ferme qui était occupée par le commando du 1er CP. Et il est vrai. Mon régiment. Vous voyez, j'étais à l'heure voulu avec un Dodge et puis quand même une bonne escorte, parce que j'ai vu des tuyaux que le FLN cherchait à faire un coup pour le libérer, ça pouvait barder. Il y avait Allaire, le lieutenant Allaire, et qui était là avec quelques soldats, il lui a fait présenter les armes. Quand on présente les armes à un grand chef ennemi, ça veut dire qu'il va être exécuté. N'importe quel soldat comprendrait la nuit comme ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais quand tacitement. même... Mais il était logique de l'exécuter. Oui. C'est un scénario plausible. Non, c'est plausible. 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 Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que c'est moi qui l'ai pendu? Et cette fonction qu'on vous prête de nettoyeur, c'est-à-dire prendre des gens
torturés, qui soit parce qu'ils sont vraiment amochés, soit parce qu'ils sont des ennemis tellement dangereux qu'on ne peut pas les relâcher, que Massieu, avec un grognement, vous indique que ces gens-là, si on ne les revoit plus jamais, c'est mieux. Vous aviez cette fonction-là de liquidation? Oui. Oui. Est-ce que c'est plus dur de se faire tuer pour la France ou de tuer pour la France? Oh, ça c'est une question embarrassante. Oh, ça m'emmerde cette question. Alors, il ne faut pas répondre. J'y ai pas pensé. J'aime pas tuer, mais je le fais. J'aime pas tuer. J'aime pas tuer. Et les histoires de Boumengel, par exemple, comment il est mort, lui? Boumengel, ça me gêne un peu. Pourquoi est-ce que celle-là devrait moins sortir que d'autres? Parce que Boumengel, c'est moi qui l'ai fait exécuter. Comme ennemi. Comme ennemi. Boumengel avait été ramassé par un régiment de la 10e division, qui était le 2e colonial, commandé par Albert Fossé-François. Pourquoi Boumengel avait-il été ramassé? À la suite d'un assassinat qui avait scandalisé le quartier où s'était passé cet assassinat. Dans un quartier d'Alger, pas le plus chic, mais un quartier qui n'était pas crasseux, et il y avait eu un assassinat commis sur un ménage composé d'un jeune mari, une jeune femme et un bébé qui circulait sur une mobilette. C'était des pieds noirs. Ils avaient été criblés de balles et tués, achevés dans la rue et le jour dans le quartier. Et le régiment de Fossé-François avait tellement emmerdé le quartier que ce sont les musulmans eux-mêmes, mais les musulmans de classe subalterne, qui ont dit, écoutez, nous, on ne cherche que la paix. Et ceux qui ont commis cet assassinat, c'est des types qui étaient aux ordres de Boumengel. Et qui c'est Boumengel? Et c'est un bourgeois. Et alors, l'officier de renseignement de Fossé-François était un lieutenant, parachutiste, un costaud, un balèze. Boumengel arrêté et interrogé par le costaud avait dit, ben oui, je appartiens à une famille qui est connue, oui, je joue un rôle dans le FLN, je suis le ministre des Affaires étrangères du FLN. Et j'assure la liaison entre le FLN et l'étranger. Qui l'étranger? Oh, par exemple l'Angleterre, et d'autres qui n'aiment pas beaucoup la France. Autrement dit, le propagandiste intelligent, brillant du FLN à l'étranger vis-à-vis de l'ONU, par exemple, c'était Boumengel. Voilà. Alors Boumengel est passé aux aveux. Boumengel avait été ébloui par la réclame qui était faite sur Ali Lapointe. Ali Lapointe était un souteneur, beau type, et c'était un tueur. Avec un tatouage sur le pied, marche ou crève, un truc comme ça. Et éblouissant des filles de bonne société. Éblouissant. Et éblouissant tout le monde, y compris les Français. Et alors,
Boumendjel s'était dit, et emmerdant un peu Yassef. Hein, Yassef Saadi, dont il était une espèce d'adjoint. Et la gloire des actions du FLN retombait sur Ali Lapointe, et Yassef, quoi, qui était un peu souteneur, un peu proxénète, un bon boulanger, un très bon boulanger, mais surtout également proxénète, et puis devenu chef de la province d'Alger. Un peu énervé par la gloire. Et alors un autre qui était énervé, eh ben c'était Boumendjel. Et comment, voilà un type inculte qui passe pour le champion de la victoire, le champion du FLN, et moi. Et il s'était monté, avec son argent, un groupe de tueurs, pour se donner une gloire. Autrement dit, il avait la gloire de l'éloquence, mais la gloire de l'éloquence auprès des Français. Et il s'était donné, il s'est dit, ce qui me manque, c'est la gloire du combattant. Et dans le combat, il y a le terrorisme. Et le terrorisme, ben c'est l'attentat. Mais ça, vous en êtes sûr? Oh. Il a parlé spontanément ou il a fallu l'aider? Oh, il a parlé spontanément. Mais il vous a raconté ça? Pas à moi. Mais il a raconté qu'il avait une bande de tueurs et qu'il avait... Oui, qu'il avait une bande de tueurs. Il l'a raconté après torture ou avant? Avant torture. Parce que la torture laisse des traces. Alors attendez, je vous explique le topo. C'est que les hommes de ont couru à la poursuite des voyous qui avaient fait le coup, et ils les ont flingués. Ah, mais c'est monsieur direct. Il a donné leur pam direct. Ça a dû être marqué dans le manifold, mais j'en suis pas sûr. Je n'abusais pas du papier. Et puis, du coup, il y a eu une réunion autour de Massu, réunion dans laquelle il y avait moi-même, Trinquier et Fossé-François. Et alors Massu m'a dit, en grommelant, ne me dites pas qu'il s'est évadé. Claquer des talons, j'ai une vieille habitude, et je suis parti. Et j'ai dit à le général Massu m'a dit qu'il interdisait à moi, mais aussi à vous, que Boumendjel s'évade. Mais attention, faites pas... Oh, il va sauter par... Mais il ne faut pas qu'il se déplace. Ben écoutez, c'est que il y a un immeuble ici, et il est au rez-de-chaussée de l'immeuble. Ben, il ne peut pas sauter par la fenêtre du rez-de-chaussée, ce serait idiot. Ah, oui. Mais dans l'autre immeuble, mais il y a 9 étages. Oui, et il y a une passerelle qui les sépare. Eh bien, faites-le monter dans votre immeuble, ici, rejoindre l'autre immeuble par la passerelle, et qui saute de l'autre immeuble. Bien, mon commandant. Et ça s'est passé comme ça. Et on a appelé un médecin qui a amené-le à l'hôpital. Et le médecin a fait... il est mort. Et il a remarqué que on l'a un peu aidé, le médecin, quand même. Hein. Oui. Foutez-le à poil, bon, c'est fait. Et regardez s'il y a des traces de torture. Ah ben, il n'y en a pas. Il n'y avait pas de traces de torture. J'ai repris le jeep, j'ai bondi au PC chez Massu, et je lui ai dit, eh ben, mon général, vous m'aviez interdit de laisser Boumendjel s'évader. Et alors, ben, il ne s'évadera pas, il est mort. Il s'est évadé en la mort. A dit Massu. Et on a eu un rapport. Le corps de cadavre de Boumendjel montre qu'il était en bonne santé, corpulent, et ne portait aucune trace de violence. Terminé. Je vous en ai assez dit? Question totalement idiote. C'était inimaginable pour vous, une fois qu'il a été pris et qu'il avait avoué, de... Alors là, vous ne trouvez complètement...
de le remettre à la justice. Ah, c'était inimaginable. Pourquoi? Et parce que, il aurait nié, il aurait dit, mais c'est pas moi qui l'ai tué, le type, c'est pas moi, ce sont des voyous. Et ma parole contre celle de voyous. Donc il fallait pas laisser cette possibilité ouverte. Voilà, il fallait pas laisser cette possibilité. Voilà pourquoi j'ai décidé, c'est moi qui l'ai décidé. Tuer les ennemis, oui, on y arrive comment à l'idée que quiconque est de près ou de loin lié à l'ennemi doit, à partir d'un certain niveau, être éliminé? Comment on décide que quelqu'un doit être éliminé? On décide rien, ça arrive comme ça. Il y a bien quelqu'un qui dit on y va. On y va. Vous dites ça arrive comme ça, il faut bien le décider quand même. Non, il y a des cas où, dans ce qui me concerne, nous, c'est pour ça qu'on est curieux, c'est que pour nous c'est inimaginable parce qu'on n'a jamais été dans cette situation. En ce qui me concerne, la décision est imminente, est incontournable, c'est incontournable. La petite Florence Bourget me dit, mais vous aviez des ordres? J'ai dit, non, madame. Pour certaines actions, j'ai dit, non, madame. Je n'avais pas d'ordre. Et alors, pourquoi vous l'avez fait? Parce que je pensais que je devais le faire. Mais pour des civils en France en l'an 2001, c'est-à-dire maintenant, il y a des gens qui lisent ça et tout et qui disent cet homme, Aussaresses, est un monstre. Où est l'humanité en lui? Je ne crois pas être un monstre. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Non mais, on essaye de comprendre. Moi j'ai pas de jugement comme ça, je ne vais pas vous dire que j'ai... Simplement, c'est un type qui peut tuer un autre être humain froidement. Oh. Bah oui, mais on n'est pas guerriers, nous. Je ne sais pas. Le monstrueux, c'est d'abord ce qu'on ne comprend pas. Ce qui est phénoménal. Et pour beaucoup de gens, c'est phénoménal. Ah, c'est un mystère total. Et deuxième mystère, vous n'avez pas de remords. Alors, là, non. Quand il fallut s'asseoir à la croix des deux routes et choisir le regret avec le remords, quand il fallut choisir entre les doubles sorts, et c'est de Peggy, s'asseoir à la croix des gars, il fallut s'asseoir, se poser au lieu de galoper comme un con, il fallut s'asseoir, et choisir où je vais. Le regret d'avec Peggy, le remords. Ma femme, après mes conneries de ces temps-ci, m'a dit, t'aurais dû dire que tu avais du regret. J'ai dit, mon Dieu, j'y ai pas pensé. J'ai dit, non, j'y ai pas pensé. Pourquoi tu n'y as pas pensé? Parce que je n'avais pas. Ni regret, ni remords. Ni regret, ni remords. La République nous appelle, sachons vaincre ou sachons mourir. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Un Français